C'est un événement, comme tu le dis, qui ici régionalement est devenu très populaire. Plus de 500 000 personnes chaque année qui viennent ici pour vivre ce festival et cette expérience FISE. On a des festivaliers et même des athlètes qui viennent ici depuis 27 ans. On a dès le départ énormément travaillé pour que ces disciplines elles puissent intégrer ce mouvement olympique. Il y a des milliards de gamins qui vont voir du skateboard à la télé cet été. C'est ça aussi la particularité de ces sports-là et de la façon dont on les traite en événementiel. Ce côté très ouvert, très expérientiel. Ouais. Je crois que le rôle finalement aujourd'hui des organisateurs d'événements, c'est de créer des émotions. Et c'est un héritage finalement à cette génération. Comment est-ce qu'on fait pour engager ses fans et ses spectateurs et ces athlètes en dehors des manifestations? Et il y a des outils et je crois que la clé c'est de réussir à mettre tout le monde autour d'un intérêt commun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Storytellers. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers palpitant des sports urbains en direct du FISE Montpellier, le Festival international des sports extrêmes, avec Joseph Villeflayou, vice-président de Hurricane Group, le groupe qui a imaginé ce FISE il y a bientôt 30 ans. Le FISE est devenu au fil des années le symbole des sports urbains, attirant des athlètes du monde entier et captivant une audience jeune, avide de sensations fortes et d'expériences innovantes. Avec plus de 13 ans de carrière dédiée au sport extrême au sein du Hurricane Group, Joseph a grandement contribué à façonner le FISE en tant que vitrine mondiale de ces sports. Dans cet épisode, nous explorerons comment le FISE est devenu un phénomène culturel majeur, influençant les sports, mais aussi la façon dont ils engagent et captivent la génération Z. Mais aussi comment ces sports sont devenus des vecteurs puissants d'engagement, et enfin comment les marques peuvent engager et captiver ces nouvelles générations, tout en leur faisant vivre des expériences inoubliables. Restez avec nous pour cette conversation enrichissante qui promet de vous donner un aperçu unique des sports urbains et de leur écho dans notre société. Bienvenue sur Storytellers. Bonjour Joseph, comment vas-tu? Salut Jules, je vais très bien. Super, écoute, merci beaucoup de nous accueillir ici au FISE à Montpellier. Ça me fait très plaisir, je suis très fan de cet événement et donc c'est un plaisir de pouvoir faire un podcast ici et en plus de pouvoir profiter du reste de la semaine avec tous les riders. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Merci beaucoup de participer aussi au podcast et je pense qu'on va pouvoir directement commencer. Donc on connaît bien le FISE, surtout dans la région, c'est un événement qui est là depuis plus de 20 ans et qui rayonne énormément. Mais ce que moi j'ai découvert plus récemment, c'est le groupe derrière le FISE, donc Hurricane Group. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce groupe et ce qui fait que vous êtes unique au monde? 27e édition du FISE Montpellier, voilà, c'est un début en 1997. Et c'est un événement, comme tu le dis, qui ici régionalement est devenu très populaire. Ouais. Plus de 500 000 personnes chaque année qui viennent ici sur ces berges du Lez pour vivre ce festival et cette expérience FISE. Ouais. Un événement qu'on a fait évoluer et progresser en France et à l'international avec maintenant à peu près une trentaine de dates par an FISE. Okay. Une tournée nationale qui s'appelle le FISE Experience Series où on parcourt quelques métropoles en France pour aller diffuser cette expérience FISE. Et puis une tournée mondiale, la tournée FISE World Series, okay. Là aussi, avec 3 à 5 dates par an depuis 2014. Donc c'est vrai qu'on nous connaît comme les organisateurs du FISE, mais derrière ce FISE, il y a cette entreprise Hurricane. Ouais. Aujourd'hui, c'est 110 collaborateurs à l'année. Okay. Notre activité principale, c'est d'organiser des événements comme celui-ci. Alors Montpellier, c'est notre événement flagship, c'est le plus gros de l'année. Ouais. Mais il y en a d'autres, comme je le disais. Et puis, on a d'autres activités parce que le groupe, au fil du temps, s'est développé dans les sports urbains, notamment avec la fabrication d'infrastructures, puisque les modules ici, les skateparks que tu vois ici, sont faits chez Hurricane. Et ça, c'est une de notre deuxième activité phare, okay. La fabrication de skateparks pour les collectivités. Okay. Pour les organisateurs d'événements, pour les fédérations. On était fournisseur des Jeux à Tokyo. Ouais. On sera impliqué aussi cette année à Paris sur différentes infrastructures. Trop bien. Donc c'est tout ce qui compose le groupe Hurricane. Et puis on ira même plus loin, je t'en reparlerai un peu plus tard. Ouais. D'autres activités qu'on a aussi intégrées au sein de ce groupe pour être vraiment compétent à 360 dans cet univers des sports urbains. Ok, très bien. C'est justement ça qui est assez intéressant, c'est que pour une grande partie du public, je pense, on est vachement habitué au FISE Montpellier. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment quelque chose d'international. Et donc, c'est assez intéressant. Et justement, toi, comment tu as rejoint le FISE, ou en tout cas Hurricane Group? Est-ce que tu venais ici quand tu étais plus jeune? Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce groupe-là, justement?
Alors avant tout la passion pour Ouais, ces sports-là. ouais, Moi j'étais passionné, pratiquant. J'ai fait beaucoup de windsurf et de kitesurf en compétition quand j'étais plus jeune. D'accord. Et c'est vrai que j'ai découvert l'événement assez tard. J'étais étudiant ici à Montpellier. J'ai rejoint Montpellier pour faire mes études. C'est là que j'ai découvert le festival. D'accord. Et je me rappelle quand je suis arrivé sur ce festival, ça devait être en 2002 la première fois. Ok. Je me suis dit, j'aimerais vraiment travailler ici. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce projet. Je m'étais même dit, je m'en rappelle à l'époque, j'avais ce doux rêve de dire, mon rêve un jour, ce serait de devenir directeur marketing de ce projet. Voilà, j'étais vraiment encore tout jeune étudiant. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire un stage ici. Et puis plus tard, de rejoindre le groupe et de prendre la direction marketing et communication en 2012. Donc voilà le départ un peu de tout ça. Ouais, ça a vraiment suivi en fait ce que tu voulais de base, quoi. Et donc aujourd'hui, ça fait plus de 13 ans que tu es dans le groupe. Ça fait plus de 13 ans. Je crois qu'avant tout, c'est la passion. Et cette passion, je crois que c'est une valeur assez forte du Hurricane, puisque les gens, ces 110 collaborateurs qu'on a, ils ont tous rejoint le groupe à un moment donné parce qu'ils avaient aussi une passion pour ces sports-là. Et je crois que c'est hyper important. C'est hyper important pour construire des événements, des projets comme ça, de comprendre ces sports, de comprendre aussi les valeurs qu'ils peuvent générer et comment ces valeurs, elles peuvent engager les jeunes, les millennials, cette Gen Z, cette génération alpha qui arrive, puisque ça aussi je t'en reparlerai, mais je crois qu'on a des marqueurs très forts d'engagement de la jeunesse dans ces disciplines. Très bien. Et justement, tu disais que tu pratiquais un petit peu. Aujourd'hui, est-ce que tu fais encore des sports un peu urbains, extrêmes, autres? Qu'est-ce que tu pratiques aujourd'hui? Je continue de faire toujours un peu de kitesurf. Ok. Par ici? Ouais, ici on a des belles conditions en région, un peu de surf. Ok. Donc pas autant qu'avant, évidemment, mais toujours. Et c'est vrai que cet équilibre vie perso, sport, vie pro, elle est hyper importante dans le monde du sport, hein, pas qu'ici à Hurricane. Bien sûr. Et c'est un équilibre qu'on a trouvé. On a la chance d'être installé ici à Montpellier et d'avoir notre siège au port de Montpellier. Donc c'est un cadre de vie plutôt sympa pour continuer de pratiquer. Trop bien. Et justement, on va parler un petit peu plus du projet tout de suite et du FIS et de Hurricane Group. Très bien. Et donc, comment tu décrirais l'impact du FIS aujourd'hui sur les sports urbains? Parce que c'est quand même une grande scène, une grande représentation. Et pour toi, c'est quoi l'impact que vous avez aujourd'hui sur ces sports? Peut-être pour répondre à cette question, je vais te reparler un peu de l'histoire de ce projet. C'est vrai que ce projet, il est né donc en 1997. Hervé André Benoît, qui est toujours le président du groupe, étudiant à Subdeco Montpellier, passionné lui aussi de windsurf, de BMX, se dit qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour partager cette passion, pour la partager au plus grand nombre. Et donc il décide, c'est en dernière année d'école de commerce, de lancer ce projet avec le soutien de l'école à l'époque. C'est un succès incroyable la première année, 30 000 personnes à Palavas, sur la plage, avec des stars internationales. On avait Robinesh, le windsurfer à l'époque qui vient. Je me rappelle, très belle médiatisation sur TF1, Eurosport, et donc l'histoire part de là. Et très vite, Hervé s'est dit finalement, ça va être un super outil, ce festival, pour essayer de démocratiser ces sports-là. Avec cette envie de dire, ces sports, ils sont incroyables quand on les rassemble tous ensemble, ils partagent des valeurs en commun. Et moi, j'ai envie de monter un projet qui va faire que demain, tous les kids, finalement, ils monteront sur un skateboard. Alors ça, on le dit aujourd'hui, mais ils monteront sur un skateboard plutôt que de passer du temps sur un écran. Et voilà, je crois que ça fait 27 ans qu'ils partagent qui vit cette même passion, et que tout ce qui construit autour du Hurricane est au service de ces sports-là. Et on va parler peut-être aussi de la récente intégration de ces sports au jeu. Mais je crois que plus que jamais, depuis le début, son travail au sein des sports urbains contribue à les faire évoluer, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ok, trop bien. Et justement, cette intégration des sports urbains aux Jeux Olympiques de 2024, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est quoi pour toi l'impact que ça a justement sur ces sports mondialement? Parce que ça permet de démocratiser, j'imagine, encore plus. Et voilà, pour toi, c'est quoi cet impact? Enfin, qu'est-ce que ça signifie qu'on ait cette avancée-là au niveau des Jeux Olympiques, quoi? C'est un débat qui a fait couler beaucoup d'encre dans ces sports, puisque
On est sur des sports d'ailleurs, au-delà du sport, la particularité de ces disciplines, c'est vraiment le côté anticonformiste, le côté un peu décomplexé. On est sur des sports individuels, mais qu'on pratique en communauté. C'est vrai. Et il y a eu divers courants. C'est vrai qu'au tout départ, cette intégration au jeu de ces disciplines, elle n'a pas forcément été perçue par toutes les communautés de manière très positive. C'est une association, pas forcément toujours une bonne connotation, quoi. C'est le côté vraiment organisation finalement, le côté structure, le côté organisation qui a pu faire peur un peu à certains, certains au départ. Pour autant, on a toujours pensé que les deux n'étaient pas incompatibles. Et que finalement, plus il y aurait d'athlètes et de riders aux Jeux Olympiques, plus il y en aurait dans la rue aussi, qui allaient se mettre au skateboard et découvrir ces disciplines. Et donc, on a, dès le départ, énormément travaillé pour que ces disciplines elles puissent intégrer ce mouvement olympique, mais dans le respect de leurs valeurs, de leur raison d'être depuis le début. Et c'est ce travail aujourd'hui qu'on mène avec les fédérations, c'est-à-dire qu'ici, à Montpellier, cette semaine, on accueille 9 Coupes du Monde en collaboration avec les fédérations internationales. D'accord. Coupe du monde de roller, Coupe du monde de trottinette, Coupe du monde de BMX, de parcours, etc. Donc voilà, ces Coupes du monde, elles sont co-organisées avec les fédérations internationales. D'accord. Mais c'est vrai qu'on apporte nous aussi la garantie qu'elles se font, voilà, dans le respect de ce que les riders ils aiment, ils attendent. On n'a rien changé au festival, au FIS. Les athlètes, ils viennent ici depuis 27 ans pour vivre une expérience, pour faire la fête, pour vivre des émotions. Et ça, nous, on voulait être les garants de ça, de s'assurer que bien que ces sports évoluent, l'état d'esprit ne change pas. Et ça n'empêchera pas on continuera d'avoir des athlètes qui n'iront pas au jeu et qui continueront de faire du skate dans la rue. Je dirais que c'est la raison d'être même du skateboard. Bien sûr. Mais les deux sont pas incompatibles et cet été, on va avoir la chance de voir du skateboard à la télé. Il y a des milliards de gamins qui vont voir du skateboard à la télé cet été. C'est fou. Et je crois que ça, on peut que s'en réjouir. C'est juste incroyable. Dans un lieu mythique en plus, parce que ce sera principalement place de la Concorde. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, quoi? Je crois que, exactement, c'est vraiment probablement une des plus belles places des Jeux. Je crois que ça va être un spectacle incroyable. Du skateboard, street park, du BMX park, du breaking, du basket 3-3. Un peu ce qu'on voit ici au final chez vous. Exactement ce qu'on voit ici. Je crois que le FIS Montpellier est en quelque sorte un peu une répétition à ciel ouvert de ce qui va se passer cet été. Et un événement, tu peux le voir, très ouvert. Et c'est comme ça que ça sera construit à Paris. Il y aura pas, toutes les aires sportives ne seront pas enfermées par des tribunes. Certaines resteront ouvertes aux spectateurs qui seront dans cette zone de la Concorde. C'est ça aussi la particularité de ces sports-là et de la façon dont on les traite en événementiel. C'est ce côté très ouvert, très expérientiel. On vient voir les meilleurs athlètes du monde, on vient découvrir les plus grandes compétitions, mais on vient aussi vivre une expérience. Et si tu as pu le voir en te baladant sur le festival, voilà, il y a tout un tas d'animations, tout un tas d'expériences pour ces festivaliers qui viennent passer plusieurs jours ici à Montpellier. Et ça, c'est hyper important dans la construction de ce qu'on offre aux spectateurs. Ok, très clair. Et justement, comment tu penses que les sports urbains, en fait, ils parviennent à engager les jeunes? Qu'est-ce qui fait que c'est des sports qui attirent autant la jeunesse et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un acteur principal dans l'engagement fan, mais justement de cette génération Z qu'on a beaucoup de mal à atteindre? Comment ça se fait que ces sports-là soient autant fédérateurs? Oui, je confirme ce que tu dis, puisqu'il y a un cabinet qui est le cabinet PwC qui classe ces sports-là depuis plusieurs années maintenant dans le top 3 des sports avec le plus gros potentiel de développement. Donc, il y a évidemment des marqueurs qui engagent aujourd'hui les plus jeunes. Je t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Je crois que c'est des sports un peu décomplexés finalement, des sports considérés par les grandes instances du sport mondial comme des sports un peu non organisés. Ce côté anti-conformiste qui plaît tant à toutes ces marques qui viennent utiliser le skateboard essentiellement dans leur campagne de communication. Je crois que c'est ça, c'est vraiment aussi ce côté communautaire, une grande famille, ces sports-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à engager autant les jeunes. Je crois que c'est des valeurs qui leur parlent. Ok, très bien.
Et alors, pour repasser un petit peu sur toi, ton rôle chez Hurricane Group, tu t'es beaucoup occupé donc, du marketing, la communication et aussi de la partie un petit peu digitalisation justement du FIS. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et nous expliquer comment vous avez passé cette étape? Parce que, comme tu dis, vous êtes là depuis 1997. On sait très bien qu'aujourd'hui, les médias, ça n'a plus rien à voir. On sait que voilà, ça a évolué énormément et cette digitalisation est très importante pour beaucoup d'entreprises. Comment vous avez passé ce pas justement? Comment vous avez réussi à rester dans l'air du temps et à être digitalisé et médiatisé comme il faut en fait? Alors, c'est vrai qu'on a traversé en effet au cours de ces 27 dernières années un changement radical de modèle de diffusion média. Ouais. Je me souviens, le premier live streaming qu'on fait sur le FIS, c'était FIS.tv. Donc tu vois, c'était le tout début du streaming. D'accord. Déjà à cette époque, avec quelques difficultés de réussir à trouver des diffuseurs pour ces sports-là. D'accord. Et c'est vrai que c'est une question un peu aussi sous-jacente, c'est quel est l'intérêt des grands médias pour ces sports-là. Ouais. C'était il y a encore une dizaine d'années inexistant. Ouais. Et puis petit à petit, les diffuseurs ont commencé à s'y intéresser et plus récemment énormément, évidemment depuis l'entrée de ces sports au jeu. On a la chance cette semaine d'accueillir France TV qui est un dispositif média assez exceptionnel. Mais donc, pour revenir à l'histoire de cette digitalisation, on a cherché au début l'arrivée de YouTube, l'arrivée de Facebook. Et donc, on se lance très rapidement. Je me rappelle en live stream sur Facebook à l'époque avec des audiences incroyables. Ouais. Des audiences d'ailleurs qu'on n'arrive même plus à faire aujourd'hui sur le digital. On a été un peu précurseurs. Et ça, avec une certaine force, qui était notre point faible en soi, c'est que on était peu contraints par des problématiques de droit, médias et marketing. Donc, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Donc, on a testé beaucoup de choses. En direct, en contenu froid. On a lancé nos channels, etc. Voilà, plusieurs initiatives qui nous ont permis petit à petit de construire une communauté assez solide avec le temps. De tester des choses aussi dans l'engagement des fans. Et notamment un projet qu'on a fait pour la première fois en 2012 qui s'appelait le Défis. Et le Défis, en fait, c'était une compétition digitale. C'était la dernière étape de la tournée française FIS Experience. Et on demandait à tous les athlètes qui avaient fait la tournée, pour la dernière étape, de produire une vidéo. Ça, c'est en 2012. Et cette vidéo allait être évaluée par les fans en ligne. Très précurseur. Hein. C'était à l'époque précurseur, on s'en rendait pas forcément compte. Et allait donner lieu à un classement intégré dans le classement annuel. Et dans le ranking annuel. Et ça, quand on fait ça en 2012, on le fait en 2012, 2013, 2014. Ça marche super bien. On le finance à l'époque avec un partenaire. On lâche l'affaire en 2014 parce que le partenaire part sur autre chose. Et puis ce projet-là, on le range un peu dans les placards. Jusqu'à la crise du Covid, qui a été un accélérateur effectivement sur ce volet digitalisation. Bien sûr. Et là où en quelques mois, on se retrouve au mois de mars 2020, où on se retrouve à devoir annuler tous nos événements et le FIS Montpellier qui allait avoir lieu dans moins de 3 mois. Et donc on se réunit et là on cherche un projet qui allait être capable d'engager toutes les parties prenantes, les athlètes, les fédérations dont je te parlais tout à l'heure, les fans, les sponsors, les collectivités. Et là on ressort ce projet finalement, le Défis, on le réinvente et en moins de 2 mois on lance le eFIS en 2020 qui a été un succès j'ai suivi, c'était très cool. Interplanétaire, 20 millions de vidéos vues, 500 000 votes en ligne sur les vidéos. Et là, on s'est rendu compte de quelque chose. En fait, on a compris les marqueurs du succès de ce qu'on avait fait en 2012. Et finalement, ça n'avait même rien à voir avec le Covid, ça n'avait rien à voir avec la digitalisation. C'est qu'on avait réussi à trouver la clé d'un modèle où on engageait toutes les parties prenantes. Et je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment la clé dans la médiatisation d'un événement comme le FIS, c'est comment est-ce que tu réussis à réunir toutes ces parties prenantes dans un projet commun. Et c'est valable pour l'expérience, on pourra en reparler, c'est valable aussi dans la médiatisation, et ça, la digitalisation, elle t'offre cette flexibilité de faire des choses assez rapides, assez simples, où tu mets les intérêts de tout le monde en commun, notamment ceux des athlètes, puisque quand on a fait ce projet en 2020, les athlètes étaient incroyablement contents de pouvoir aider. Bien sûr. Et la preuve, c'est que c'est un projet qui perdure aujourd'hui, malgré la fin de la pandémie. Finalement, on a fait ça en 2020, on s'est dit, on sort ce projet-là juste
1 an. Ok. Et puis en fait, suite au succès, on l'a réitéré, on a lancé un e-fils junior. Ok. Et maintenant, on a même lancé des déclinaisons avec des villes hautes. Ouais. Et on sera à Wolverhampton, en Grande-Bretagne, cet été pour une version e-fils Wolverhampton. En gros, tu postes une vidéo, tu te qualifies et tu vas faire ta finale là-bas. D'accord. Sur place. Ok, trop cool. Avec des pros athlètes qui stylé. te rejoignent. Ok. Voilà, et tout un tas de déclinaisons. Et c'est même un projet qu'on a poussé auprès du CIO qui a lancé l'année dernière une grande campagne qui s'appelait le Let's Move Street Challenge. D'accord. Énorme succès. Ok. Et donc, on était là aussi fiers de leur partager un petit peu ces inputs qu'on avait compris du succès de cette opération. D'accord. Donc au final, ça a pris un petit peu de temps, mais la pandémie a remis sur la table en fait des choses que vous aviez laissées peut-être un petit peu de côté 10 ans plus tôt. Et aujourd'hui, ça participe encore au succès actuel en fait de l'événement et au plus gros succès d'une manière internationale. Donc c'est beau en soi. Et c'est des outils qui te permettent après d'engager finalement ses fans et ses spectateurs et les athlètes et toutes ces parties prenantes en dehors du terrain de l'événement. Et ça, c'est un sujet vraiment dans l'événementiel sportif qui est sur la table de tous les organisateurs. Comment est-ce qu'on fait pour engager ses fans et ses spectateurs et ses athlètes en dehors des manifestations, et il y a des outils. Et je crois que la clé, c'est de réussir à mettre tout le monde autour d'un intérêt commun. Ok, très bien. Et pour passer aussi à quelque chose que vous avez créé il y a très peu de temps, en 2023, vous avez créé Hurricane Talents. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette agence? C'est quoi le but et c'est quoi l'idée derrière? Alors, pour expliquer la naissance d'Hurricane Talents, on l'a officialisé finalement l'année dernière. En réalité, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Ok. Dans ce nouveau modèle de diffusion, avec l'impact de la digitalisation finalement sur les événements sportifs, le modèle, le business model du sport spectacle a énormément évolué. Et principalement sur des sports non premium comme ceux qu'on a au FIS. Je t'en parlais tout à l'heure, il y a encore 20 ans en arrière, le modèle de médiatisation dans le sport spectacle était très simple. Tu avais un diffuseur télé, tu envoyais ton flux, ça s'arrêtait là. Et puis petit à petit, les plateformes digitales sont arrivées. Donc je te parlais de FIS TV tout à l'heure, et nous on a commencé du coup à créer notre propre média. Donc les organisations ont créé leur propre média dans les années 2010. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grands clubs dans le foot notamment qui animent leur propre chaîne. C'est essentiel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu naître au cours des 10 dernières années. Et puis il y a eu un facteur aussi qui est venu encore plus perturber le modèle, c'est le rôle des athlètes de par l'avènement des réseaux sociaux. Et finalement, ces athlètes sont devenus eux aussi petit à petit de propres médias avec des communautés qui ont commencé à grandir. On a des athlètes ici cette semaine qui ont des communautés qui sont plus grosses, bien plus grosses que celles de l'organisation. Ça, forcément, ça déséquilibre tout un modèle économique. Bien sûr. Et ce poids des athlètes est devenu de plus en plus important. C'est le cas dans les sports urbains, c'est le cas évidemment dans plein de disciplines. On en parle beaucoup dans le football et de l'impact justement de ces superstars sur les logiques de droit de la ligue, des clubs, etc. On a ces mêmes logiques. Et donc il a fallu, je dirais, essayer de trouver la clé et de s'adapter et de se dire tiens, finalement, et là encore j'en reviens beaucoup aux parties prenantes, mais comment on fait pour trouver un modèle où ces athlètes ils sont aussi impliqués avec nous dans la construction du modèle économique du festival. Comment on les implique dans les campagnes qu'on crée avec les sponsors qui viennent ici sur l'événement. Comment on raconte des histoires tous ensemble. Et donc naturellement Hurricane Talents est né de cette réflexion qui était de se dire c'est désormais un incontournable, ces athlètes ils font partie de notre modèle économique. Comment on construit l'histoire avec eux. Et donc finalement Hurricane Talent aujourd'hui c'est une agence de talent, c'est de ces sportifs, de la culture street je dirais. Et toutes les histoires que tous les partenaires ici que tu peux voir sur le festival, ils sont liés de près ou de loin à une histoire qu'on essaie de construire avec des talents. D'accord, ok, très clair. Donc c'est vraiment cette association entre vous, les ayants droit, les fans, les athlètes, et réussir à faire cohabiter tout ça ensemble et essayer de retirer un maximum de toutes ces parties-là en fait pour que à la fin, autant les athlètes que vous, que les fans soient heureux de venir ici, d'assister à tout ça et que les athlètes se sentent représentés aussi, que tout fonctionne bien en commun en fait. En gros.
Et évidemment, et dans là aussi dans la création, je dirais, d'une expérience pour les spectateurs et les publics un peu nouvelle. Finalement, la digitalisation a énormément évolué. Elle a aussi un impact sur le sponsoring lui-même. Finalement, il y a encore 10 ans en arrière, sponsoring, ça se limitait pour nous à vendre un logo sur un skatepark. C'était une personne à l'équipe partenariat qui s'occupait de ça. D'accord. Aujourd'hui, j'ai 10 personnes à l'équipe partenariat. Ça n'a rien à voir. Et en fait, on construit comme une agence créative. C'est de la co-construction. C'est de la co-construction. C'est vraiment finalement cette pyramide, ces packages de partenariat un peu classiques dans le sponsoring. Aujourd'hui, ils sont un peu déstructurés puisque finalement, chaque partenaire aujourd'hui arrive avec une problématique d'engagement différente. Bien sûr. Et on a des outils. Hurricane Talent est un outil. Les événements FIS sont des outils. Nos canaux médias sont des outils. Et je dirais que notre rôle, c'est d'essayer de construire des campagnes en utilisant ces assets au service de problématiques de marques qui sont très différentes d'une marque à l'autre. D'accord, très clair. Et justement, un petit peu dans cet esprit-là, désolé s'il y a un petit peu de bruit, c'est qu'ils sont en train de tout préparer. Mais justement, une question un petit peu là-dessus aussi que je me posais personnellement. Comment vous sélectionnez justement, là cette année, on a vu l'arrivée du basketball 3 contre 3. Comment vous sélectionnez les différents sports qui vont venir se représenter au FIS, en tout cas ici à Montpellier? Après, ailleurs dans le monde, j'imagine que voilà. Mais là, aujourd'hui, au FIS, comment vous avez décidé de faire rentrer le basketball et peut-être, il y a quelques années, enlever le wakeboard? Comment vous décidez un petit peu ça? Quand tu fais un événement et que tu organises un événement comme le FIS depuis 27 ans, tu dois te réinventer en permanence. On a des festivaliers et même des athlètes qui viennent ici depuis 27 ans. Et donc, c'est hyper important chaque année de réussir à apporter des nouveautés. Et donc, on est en veille constante justement sur ces disciplines qui engagent les jeunes. Et je crois que c'est aussi la particularité de ces sports-là, c'est que c'est des sports qui vieillissent pas, parce que c'est des sports qui se réinventent. Et puis aussi parce que tu as des nouvelles disciplines qui arrivent. Et je pense à la trottinette, il y a vraiment le phénomène trottinette qui a explosé depuis une dizaine d'années. On a été, nous, parmi les premiers aujourd'hui à intégrer la trottinette sur l'événement. Et aujourd'hui, c'est pour les spectateurs et pour l'expérience, c'est une des disciplines les plus prisées ici à Montpellier. Et puis d'autres, tu parlais tout à l'heure de basket, on a aussi l'arrivée du basket 3-3 cette année. Là aussi, on trouve qu'en termes de valeurs et de culture street, on a des choses en commun. C'est un test. On va voir ce que ça donne. Ça démarre aujourd'hui. Et voilà, on aura d'autres disciplines. On a du parcours depuis quelques années. On a eu de l'escalade dans le passé. Il y en aura à nouveau dans le futur. Et donc, très clair. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, le FIS, vous avez des projets d'expansion, des nouvelles villes où vous voulez aller, des projets mondiaux autres que ce que vous avez déjà? Je te parlais au début de notre échange de ces événements qu'on produit chaque année, une trentaine. On a véritablement commencé l'internationalisation du FIS en 2014 avec la tournée FIS World Series. On avait fait des événements précédemment à l'international, mais vraiment de manière non organisée et unique. Là, on a créé ce circuit en 2014. Et puis on l'a co-créé avec les fédérations internationales, puisque désormais on est notamment les organisateurs exclusifs des Coupes du Monde UCI de BMX freestyle. Donc chaque année on parcourt le globe. On a eu évidemment un peu moins d'événements internationaux depuis 2020, mais c'est vrai que c'est reparti. On était au Japon il y a quelques mois. On vient de signer un gros projet à Shanghai. Pour 10 ans. Et donc le FIS débarque à Shanghai en plein cœur de la ville pour les 10 prochaines années. Incroyable. Ce marché asiatique, pour nous, il est très très porteur. Parce que c'est des sports qui sont en pleine évolution là-bas. Il y a un potentiel de croissance incroyable, que ce soit en Chine, au Japon. Et dans toute cette zone asiatique. Donc on a créé une filiale à Shanghai avec une équipe là-bas, Hurricane, d'une vingtaine de personnes qui opèrent exactement la même chose que ce qu'on fait ici, la production d'événements, la fabrication d'infrastructures. Et on équipe en ce moment beaucoup de collectivités en Chine avec des skateparks. Donc le marché asiatique est vraiment un de nos marchés prioritaires à date. On aimerait retourner sur le marché nord-américain parce que, évidemment, c'est le berceau de ces disciplines. Maintenant, il y a beaucoup d'acteurs. Et
le marché américain est un marché différent du marché européen et de ce qu'on peut vivre ici. Ok. On a fait des événements, on a fait Denver il y a D'accord. quelques années, on a été à Edmonton au Canada aussi pendant plusieurs éditions. Donc voilà, il y a encore, je pense que ces sports ont encore de belles années devant eux. Il y a plein de marchés encore qu'on aimerait explorer. Je pense à l'Inde, Ok. avec un D'accord. potentiel de croissance D'accord. juste incroyable. Je pense à l'Amérique du Sud ou en Colombie, au Brésil, il y a énormément de riders, Communauté de fous. plein de choses bien à sûr. faire. Et voilà, l'arrivée des Jeux va aider ces disciplines Ça va stimuler tout ça. à ouvrir ces marchés-là. Ok, trop bien. Parfait. Maintenant, on va passer à la troisième partie du podcast, les pro tips. Tout simplement, comment on continue à engager les jeunes dans le sport aujourd'hui, à tes yeux? Alors c'est vrai que c'est la clé. Je crois que c'est de réussir à trouver, on en parlait tout à l'heure, ces marqueurs qui vont faire que cette Gen Z, cette Gen Alpha qui arrive se retrouve dans ces expériences qu'on propose. Et c'est vraiment, là encore une fois, je crois que nous, c'est la façon dont on le traite. C'est ce côté festival, c'est ce côté super ouvert. On accueille les plus grandes compétitions mondiales dans ces sports-là, les meilleurs athlètes. Mais on le fait de manière assez décontractée, assez décomplexée. Grave. Et puis, je crois que c'est ça qui plaît à ces jeunes. Évidemment, on y inclut aussi pas que du sport. On y inclut de la musique. Tu vas découvrir sur le festival. Alors là, La preuve. la preuve, ça démarre aujourd'hui et puis ça finit très tard le soir avec des concerts C'est sympa. incroyables et des shows qui tous les soirs, ce volet musique est hyper important. Il y a vraiment tout un volet culturel avec du street art. On a un festival sur le FIS Montpellier qui s'appelle le Art and FIS, qui nous a d'ailleurs valu l'obtention du label Olympiade culturelle Paris 2024 cette année. Avec des performances de street artistes pendant 5 jours. D'accord. Il y a aussi le côté culinaire. Et ça plaît beaucoup aux jeunes. Et on a monté cette année, c'est une nouveauté aussi, 2 food courts sur le festival. D'accord. Avec un food court que tu pourras découvrir là-bas et une zone un peu plus loin dans la chill zone là-bas. Et ces food courts, on a avec des food trucks. On a été sélectionnés les meilleurs finalement acteurs un peu du territoire. Ok, c'est cool. Et voilà, de proposer aussi une expérience culinaire un peu novatrice. Je crois que ça c'est hyper important. Et donc c'est l'alchimie entre tous ces éléments-là qui fait que tu crées quelque chose qui parle à ces jeunes-là. Moi, en expérience personnelle, qui suis un grand fan, alors j'ai fait beaucoup de trottinettes plus jeune, j'ai fait du skate, du BMX, du surf, j'adore tous ces sports, mais moi je suis de région parisienne, et donc j'ai souvent fait des skateparks un peu où il y avait des événements Red Bull ou autres, où il y avait un athlète ou 2 athlètes qui venaient dans des skateparks et qui faisaient un peu des événements, ou même au skatepark du Havre où j'ai vu quelques compétitions. Et c'est vrai que j'ai rien retrouvé comme ici, où on a vraiment le côté compétition qui a lieu globalement toute la journée. Mais aussi, il y a toutes ces activités à côté, tous ces endroits, ces petits couloirs où on passe et on découvre soit des locaux qui ont leur tente, soit des riders, soit des... Là, j'ai même vu qu'il y a un magasin photo, vidéo. C'est assez complet et moi, c'est ça que j'adore à chaque fois que je viens ici, c'est qu'on n'est pas juste dans le sport, alors que déjà j'adore ça, c'est qu'en plus, il y a un tas d'autres choses à faire, quoi. Mais une question qui m'intéresse, c'est pour toi, quelles sont des erreurs que tu vois souvent dans des activations de fan expérience, pas forcément des concurrents ou autres, mais pour toi aujourd'hui, quand tu vois des marques qui essayent d'engager les fans dans le sport, c'est quoi des erreurs que tu retrouves souvent ou des choses où les marques peut-être font moins attention que vous? Alors il y a plusieurs choses. Je crois que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui de parties prenantes. Et c'est vraiment quelque chose que je remets souvent sur la table, c'est de s'assurer qu'on engage toutes les parties prenantes quand on construit ces expériences. Et pas qu'une partie. Je t'ai beaucoup parlé du rôle des athlètes, du rôle des sportifs, et particulièrement dans ces sports où chaque discipline a ses codes, a sa culture. Et elle est très différente, et tu le sais, toi qui pratiques un peu, du surf au skateboard, à la trottinette. Et donc quand tu crées des expériences, quand tu lances des campagnes, tu dois cerner ces éléments-là, cette culture-là. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que d'engager finalement l'intégralité de tes parties prenantes, le rôle de tes athlètes, pour construire et je pense que ça vaut dans ces sports-là, mais en vérité probablement dans d'autres disciplines.
Et moi, j'ai pu voir beaucoup de campagnes autour du skateboard. Je te disais qu'il y a beaucoup de publicité en ce moment qui tournent autour du skateboard, pas forcément toujours crédibles. Ouais. Et ça, je crois que c'est hyper important. Et parce que ces jeunes là qui viennent sur le festival, eux, cette sensibilité, ils l'ont. Ouais, bien Cette sûr. culture-là, ils l'ont. Ils pratiquent pas forcément, mais ils voient assez rapidement cette sensibilité. Et donc, je crois que c'est ça le plus important, vraiment bien comprendre culturellement les spécificités de ces disciplines et pour ça, engager les parties prenantes. Ok, ouais, c'est la différence qu'on peut remarquer entre justement des gens comme vous qui vont être passionnés aussi par ces sports et peut-être d'autres gens qui, de base, ont un business model qui est autre et qui vont venir s'intégrer dans les sports urbains pour X ou Y raison, mais qui connaissent pas forcément les codes, qui eux-mêmes ne sont pas forcément fans du sport et donc qui ont un peu du mal à retransmettre ce que nous, on ressent en tant que rider dans ce genre d'événement. Et donc, je pense que c'est super important, comme tu dis, d'avoir vraiment tout le monde qui est en symbiose et de penser aussi avant tout à ceux qui vont vivre cet événement parce qu'il faut qu'ils le ressentent de la meilleure manière possible et je pense que vous le faites très très bien. Et si on parle un petit peu de l'ère du temps d'aujourd'hui avec tous les streamers, avec tous les youtubeurs qui eux-mêmes créent leurs propres événements parce que comme tu disais, ils ont déjà leur propre communauté, ils n'ont plus forcément besoin de YouTube, de Webedia ou autres pour se faire connaître, ils ont leur communauté, ils créent leurs événements, ils fédèrent ces communautés-là. Et typiquement, un Squeezie avec le GP Explorer, un Zerator avec le Z-Event, comment vous nourrissez de ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez? Quels enseignements vous en tirez? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez un peu de tout ça? Évidemment, on regarde ça de près et c'est incroyable de voir la vitesse à laquelle ces acteurs ont réussi à se développer. Et finalement, je pense que la raison derrière ça, c'est que ils ont créé quelque chose de toute pièce. Ouais. Nous, dans le sport et dans le sport spectacle, on calque un modèle Ouais. depuis des décennies. Ok. Ce modèle du sport spectacle est un peu traditionnel et on a essayé de l'adapter. On a essayé de trouver les codes de la digitalisation. Je t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Ouais. Mais finalement, sans changer vraiment les fondamentaux Ok. du modèle économique. Eux, ils sont arrivés avec une approche totalement différente. C'est de se dire, OK, on crée quelque chose de complètement nouveau. Et en plus, avec quelque chose d'assez fort, c'est que Squeezie, Zerator, c'est talent, Ouais. on pourrait comparer aux athlètes, Ouais, bien mais sûr. c'est aussi les producteurs, les entrepreneurs Ouais. derrière les sociétés Wow. que tu as évoquées. Et donc, du coup, il y a une compréhension. Ils ont une compréhension, une vision très très claire des fans de cette génération, de ce oui. qu'elle attend. Ouais, bien sûr. Ils n'ont pas de contraintes, Ouais. Oui, très très vite. Ouais. Et je crois que c'est les facteurs clés de succès. Alors évidemment, moi, c'est des choses que je regarde avec attention. Après, ça ne veut pas dire que ça marche dans le sport. Bien sûr. Ouais. C'est très différent. Voilà. Mais je me nourris, moi, vraiment au quotidien de ce qui est fait par ces streamers, Ouais. par ces influenceurs. Zerator, on le connaît bien puisqu'il est ici à Montpellier. Ok, oui, bah oui, ok. Mais justement, vous n'avez pas un intérêt aussi à inviter ces gens-là, essayer de les faire participer ou à créer des événements en collaboration avec eux? On a eu quelques initiatives. Ok. L'année dernière, on a lancé un peu de e-sport sur le FIS. Ok. Pour l'instant, on continue un petit peu à se chercher. D'accord. C'est des codes et des cultures là encore Ouais. très différentes, même si on s'adresse peut-être à des Oui, une publics génération. en commun. Ouais, bien sûr. Je pense que ça viendra quand on aura trouvé la clé. D'accord, ok, très bien, très clair. Et donc on va passer à la dernière partie maintenant, les petites questions Fast Story, on va dire. Tout d'abord, pour toi, nous chez Fast Story, on essaye toujours de repousser un petit peu les notions d'engagement fan et d'expérience fan. Pour toi, c'est quoi la définition d'une expérience fan réussie à tes yeux? Je crois que c'est une expérience qui crée des émotions. Ok, Je crois que le Ok. rôle finalement aujourd'hui des organisateurs d'événements, c'est de créer des émotions et de laisser laisser un héritage finalement à cette génération. Ouais. Et pour ça, c'est trouver une expérience qui va engager tous ces publics, les faire rire, les faire pleurer, et c'est vraiment vers ça qu'on travaille. Et ça fait quelques années qu'on a remarqué que la capacité de ces sports-là à générer des émotions, elle était assez forte. ouais. Et on capitalise beaucoup autour de ça. Ok, très bien, très clair. Et maintenant, est-ce que tu as une petite anecdote, toi qui as passé plus de 13 ans maintenant dans le groupe et donc de nombreuses années sur les bancs du FIS, est-ce que tu as une petite anecdote sur le FIS ou quelque chose comme ça? Il y en a une, évidemment. J'ai une anecdote qui est particulière et qui a été game changer dans l'évolution de ces sports-là. On est en 2017 ici à Montpellier. On vient de lancer la Coupe du Monde UCI
de BMX freestyle en collaboration avec l'UCI. À ce moment-là, ces sports-là ne sont pas encore rentrés aux Jeux Olympiques, ni le skateboard, ni le BMX, ni le breaking, ni le basket. Et on a une délégation du Comité international olympique qui se rend sur le festival pour observer la discipline finalement, et se dire tiens, qu'est-ce qui se passe avec l'UCI et le FIS. Et 10 jours plus tard, le BMX deviendra officiellement intégré aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ah ouais. Et ça, encore une fois, il y a tout un tas d'acteurs qui ont œuvré à l'intégration de ces sports-là, mais je crois que c'est aussi la preuve que tout ce qu'on fait depuis 27 ans contribue à faire grandir et évoluer ces disciplines. Et ça a été un moment assez particulier, notre histoire. C'est beau. Hein. C'était un moment assez incroyable. Ah, ça doit rendre fier quand même. C'est sûr que c'est plaisant et encore plus aujourd'hui avec cette concrétisation en France, sur notre territoire, avec ces nouveaux sports qui arrivent. Vous qui y participez aussi en plus, on en a un peu moins parlé, mais vous participez justement à l'organisation. C'est impressionnant de se rendre compte qu'un festival de sport qui était un petit peu décrié avant, où on avait un petit peu du mal et qu'aujourd'hui on en arrive là et que ce soit un sport à la même hauteur que des sports qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années. Donc c'est beau, bravo à vous. Et puis merci. Et puis l'impact économique d'un tel projet, sur le territoire, le rayonnement, localement, nationalement. Bien sûr. Les 110 collaborateurs qui œuvrent à l'année derrière tous ces projets. C'est beau, en vrai c'est beau. Et pour clôturer ce podcast, est-ce que tu aurais une question pour notre prochain invité, sachant que tu ne sais pas qui c'est, moi non plus, mais voilà, notre prochain tournage, on aura un invité. Quelle question tu voudrais lui poser? Et toi, tu fais comment pour engager les jeunes? C'est une très bonne question, Je ferai en sorte de répéter à la personne et on aura la réponse que tu pourras avoir. Mais en tout cas, merci beaucoup Joseph. Merci à toi. Ça me fait très plaisir d'avoir pu échanger avec toi, d'avoir eu ce moment, d'être encore une fois ici. Et puis bon, je pense qu'on est en train de se faire un peu dégager pour pouvoir aller un petit peu voir ce qui se passe. Donc je pense qu'on va y aller. Mais encore une fois, merci Joseph. Merci, à très vite. À une prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @Fastory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.